Bonjour, bienvenue à ce lancement de notre initiative Parlons Voix. L'initiative de Parlons Voix, c'est quoi? C'est un endroit où on va se réunir pour réfléchir, discuter, profiter, écouter la diversité de la voix, les défis de la voix, les capacités de la voix, mais aussi plein de petits côtés cachés de la voix. Et donc, l'initiative de Parlons Voix est supportée par le laboratoire de Mme Ingrid Verdock, professeure et chercheure à l'Université de Montréal, et par la clinique Dévoilée, qui est moi-même la propriétaire et qui est une clinique spécialisée en prévention et en santé vocale. Et ce projet-là est soutenu par des fonds de recherche de santé du Québec. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi Monsieur Fred Rioux. Bonjour, salut. Qui a accepté de venir plonger avec nous dans cette première exploration vocale. Donc, avec Fred, aujourd'hui, on va réfléchir, mais on va surtout... Je vais surtout laisser Frédéric réfléchir oui. dans cet horizon qu'est la voix. Donc, Monsieur Rioux, je vous laisse vous présenter et je vous laisse nous décrire un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Oui, en quelques mots, c'est assez difficile parce que j'aime ça aussi, utiliser beaucoup ma voix en général. Je suis un animateur radio de carrière depuis l'âge de 20 ans. Jusqu'à environ 35 ans, j'étais l'animateur radio qui faisait de la radio live 3 heures par jour, 6 jours par semaine. À partir de 35 ans, j'ai touché à l'image avec des premiers documentaires sur des choses qui m'entouraient. C'était diffusé sur différents canaux. Et à partir de là, quelques années plus tard, je me suis dit, écoute, je suis un gars de contenu qui peut à la fois avoir des idées, les mettre en parole, les mettre en vocal, les mettre en image et faire la narration. Donc, j'ai une entreprise multimédia de contenu. Hein, c'est bien résumé? C'est parfait, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, tu es assis avec moi à cette table parce que on va réfléchir sur la voix. Hein? Donc, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est pour toi, qu'est-ce que représente la voix? Je trouve qu'on entend beaucoup de choses sur la personne via la voix. Parce que, vu que ça a commencé à la radio, moi, la voix humaine, c'est mon meilleur ami depuis que je suis petit, lorsque ma mère me dit « OK, Fred, va jouer dehors. OK, mais on emmène la radio. » Puis j'écoutais un monsieur que je ne connaissais pas à l'époque, qui était Gilles Proulx. J'étais à Montmagny dans ma tendre enfance et je jouais dehors avec mes camions dans le carré de sable avec la radio. On faisait un feu le soir, je viens de la campagne. On faisait le feu au bout du fil de rallonge pour la radio. Donc la voix, la personne qui m'accompagnait, c'est super important. Puis je trouve avec la voix, on peut inventer. On peut créer, on peut mettre des images et on peut apprendre beaucoup de choses sur justement la santé d'une personne et la santé vocale de la personne. C'est un outil de travail pour moi incroyable. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as déjà une réflexion qui a été faite par rapport à la voix. C'est un outil que j'utilise beaucoup, mais que je ne connais pas au volet, au spectre scientifique, au spectre de comment l'entraîner, comment bien, oui, on fait des exercices de diction, etc. Mais ça reste sur la performance, mais sur l'entretien, sur toutes les grandes valeurs de la voix, c'est tout nouveau, puis je veux apprendre aussi. Bien, super. Donc, je vais introduire mon premier invité pour que tu puisses aller explorer avec lui une première question qui est quand même, tu vas voir, quand même assez intéressante comme une première façon de voir la voix qui va être assez intéressante. Donc, juste à côté de moi, je suis avec Adèle qui est un jeune passionné de cinéma, nouvellement acteur depuis 2 ans, quelques années, qui a tenu des rôles dans des émissions québécoises. Et qui a peut-être un projet, un jour aussi, de devenir un audiologiste. On ne le sait pas.
L'avenir lui pourra lui dire. Mais dans tous les cas, Adèle, lui, il a un intérêt particulier, en fait, pour tout ce qui est l'acoustique de la voix, tout ce qui est ce que représente la voix dans l'identité de quelqu'un. OK. On est sur le même terrain un petit peu là, pour commencer, c'est bien. Ouais. Donc, et Adèle, par contre, est plus jeune que toi, Fred. Donc, Adèle sort d'une période où il est en train de construire cette identité-là, justement, un choix de carrière, construire une identité pour faire des choix dans sa vie. Hein? Donc... Est-ce qu'Adèle a mué? T'as-tu mué déjà? Oui. Ça fait pas trop longtemps, mais ouais. OK. Puis qu'est-ce que ça a représenté pour toi, la mue? C'est comme vraiment le changement entre l'adolescence et la période adulte, je dirais. C'est vraiment là que j'ai l'impression que le monde pouvait me voir comme un adulte. C'est vraiment là que... À cause de la voix, hein? Ben, je pense que c'est peut-être pas nécessairement juste à cause de la voix, mais c'est une partie qui sent ça. Je pense pas que je serais capable de me voir comme un adulte dans un certain sens. La moustache aussi, c'est-tu pour... Ben, ça fait moins longtemps, mais ouais. C'est arrivé en même temps, la moustache et la voix, ça sort. Oh. C'est ça, ouais. Okay. J'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait. La première fois que j'ai eu le petit son aigu qui est sorti de ma bouche. Mais ouais, moi, je me suis toujours questionné. Je me rappelle quand c'est arrivé les premières fois au secondaire, puis mes amis riaient de moi un peu. Mais... ouais, non. Surtout quand il y a des gens qui téléphonent chez vous, là, tu réponds. Ouais. Ils disent hey, oui, madame. Non, c'est ça. Je m'appelle Fred. Ben, ouais, Fred, c'est un nom de fille aussi maintenant. Mais là, tu travailles là-dedans, tu fais ça, tu fais du jeu. As-tu commencé avec ta voix seulement? Non, c'est vraiment. J'ai commencé, je faisais juste de la figuration sur des plateaux. Puis j'ai un peu évolué. Je fais des petits rôles sur des séries ou des films. Puis c'est comme ça. Mais j'ai pas fait de rôle comme juste enregistrer ma voix. C'est vraiment au complet. Puis ça t'amène à quoi? Le niveau de performance de ta voix par rapport à ton jeu physique, y a-tu un pourcentage? Ou est-ce que tu es choisi des fois pour une voix? Ça n'a jamais été juste à cause de ma voix. Non, mais ta performance vocale par rapport à un rôle? Ouais, ben c'est sûr que c'est important, mais je pense qu'il y a l'aspect physique aussi qui... Je dirais 50-50. Ouais. Puis, oui. Mais je me souviens qu'on avait discuté là, quand on s'était rencontrés, Adèle aussi, que tu disais que on t'a souvent fait le commentaire sur ta voix, justement. Tu sais, dans le milieu du cinéma, là, tu sais, on a souvent fait le commentaire. Fait qu'on porte quand même... On est quand même attentif à ta voix, même si on dit que on fait pas une sélection en fonction de la voix. On a eu quand même des commentaires sur ta voix. Oui, c'est sûr. Ouais, j'ai eu souvent des commentaires sur ma voix parce que je pense que c'est un peu plus grave que le monde de mon âge, normalement. Mais je pense pas que c'est nécessairement négatif ou positif. C'est vraiment juste comme une remarque que j'ai eue souvent. Mais, ouais. Parce que des fois, on dit que la voix n'a pas rapport avec l'image. On pense qu'une personne... peut avoir une voix plus haute, mais une voix plus grave, comme dans ton cas, ou des fois l'inverse, c'est comme, OK, il y a cette voix-là. Surtout ici, au Québec, quand tu regardes du cinéma avec de la surimpression vocale, tu sais pas c'est quoi la vraie voix de Kevin Costner. Mais tu sais, il n'y a pas une grosse voix tant que ça, pour vrai. Tu sais, mettons, comme Bernard Fortin qui fait des voix, bien lui, il y a eu beaucoup de Tom Hanks dans sa vie, mais la vraie voix de Tom Hanks, on la connaît pas. Mais des fois, tu fais comme... Puis moi, ça m'a déjà fait ça aussi, parce que j'ai rencontré la personne qui faisait la voix de Kevin Costner, entre autres, pour vrai, ici en studio. Puis je me suis dit, ben là, OK, moi, j'ai aimé Kevin Costner parce que cette voix-là. Mais quand j'écoute Kevin Costner, que je le regarde dans un film original anglais, j'ai pas le même feeling. Fait que, tu sais, sur un plateau de cinéma ou de télé, le jeu de la voix est super important. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis on dit que, vous avez dit, l'image puis la voix, ça vient comme pas ensemble. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vrai à ce point-là dans le milieu du cinéma? Parce qu'on peut s'attendre à quelqu'un, quand on s'attend à des acteurs qui sont connus, on s'attend à reconnaître leur voix, on s'attend à... Fait que ça n'a pas rapport avec l'image, mais ça a quand même rapport avec l'identité de la personne. C'est comme associé ensemble, non? Oui, ben c'est sûr que la voix, c'est vraiment une bonne représentation de la personne. Ça me fait penser à comme un Charles Disser ou un Morgan Freeman, leur voix, où que dès que tu les entends, c'est des voix vraiment particulières, ou que dès que tu les entends, tu sais dans quoi tu t'embarques, puis dans quel milieu tu t'en vas. Mais ouais, c'est sûr que l'identité sur la voix, c'est assez impressionnant. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de pousser ta voix ou de la changer des fois en direction artistique? Je sais pas, sur un plateau, des fois, OK, vas-y, man, sors-moi
Le gras, sors-moi ça. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est plus par rapport aux émotions, je dirais. Ouais. C'est vraiment, va chercher cette émotion-là ou des choses comme ça. Mais ouais. Ça, effectivement, c'est très difficile de passer l'émotion parce que, tu sais, on dit que lorsqu'on fait seulement de la voix, tu fais du théâtre pour aveugles. Tu sais, tu dois passer l'émotion. Il faut que tu exagères ton émotion. Mais quand tu as le visuel, des fois, ça peut compenser. Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé d'aller, la haine ou la peur ou dans une voix? Comment tu fais ça? Ben, je dirais que c'est vraiment... Tu essaies de penser à des moments qui sont arrivés dans ta vie ou que ça peut être pertinent pour l'occasion que tu es. Ouais. Je dirais que c'est vraiment d'aller chercher des émotions que tu as déjà eues pour certaines occasions, puis d'aller les chercher, puis d'aller les faire sortir comme si tu étais retourné dans le même moment. Ouais. Dans le plaisir? Ouais, ben... Fais-moi une scène de plaisir. Let's go! Ouais. La fois que tu as reçu quoi? Non, mais il faut que tu aies des références, il faut que tu aies une vie. Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai peut-être un peu moins d'expérience que les acteurs qui ont peut-être 60 ans ou 50 ans, mais je dirais c'est qu'est-ce qui, je pense, serait bon pour le moment. Ouais. Mais je pense aussi que c'est intéressant, tu sais, de dire que c'est quelque chose que tu vas construire aussi au fil du temps. Parce que ces événements-là, tu sais, que tu vas associer à ces émotions-là vont différer aussi. Fait que, tu sais, tes capacités à réfléchir par rapport à ta voix, mais aussi par rapport à ton ressenti, puis les associer avec ce que ta voix peut produire, ça peut être intéressant aussi. Ma prochaine question, ça serait simplement, on t'a demandé de le faire, mais est-ce qu'on t'a entraîné à le faire? J'ai eu aucun entraînement de théâtre ou sur ma voix en tant que telle. C'est vraiment arrivé un peu au hasard, cette carrière-là en ce moment-là. Mais ouais, non, c'est sûr, j'ai eu des réflexions. J'ai regardé, je suis vraiment un amateur de cinéma, fait que j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de séries. Fait que je dirais que c'est venu comme ça. J'ai pas eu nécessairement d'entraînement, mais... Mais as-tu des fois des ondes, justement, via la voix ou via tes performances où t'es pas encore capable, tu penses, parce que tu n'as pas connu cette émotion-là? Ben, c'est sûr qu'il y a des émotions vraiment comme tristes, vraiment. Des fois, tu vois des acteurs qui sont capables de pleurer comme qu'ils veulent, puis ça, même si je vais chercher l'émotion la plus intense de ma vie, j'ai jamais été capable de faire ça. Non, t'as pas eu de... Non, ben, j'espère pas bientôt, mais j'ai pas eu de moments qui m'ont si tristes que ça me permet juste de pleurer juste en y pensant comme ça. Il faut que tout l'appareil vocal soit connecté avec ton ressenti. C'est ça. Puis on dit souvent que la voix, on l'entend, puis après ça, elle s'en va. Mais pourtant, c'est comme super... C'est un geste moteur très complexe. Ça demande beaucoup de coordination musculaire. Il y a énormément de muscles qui sont enclenchés dans la production de la voix. Donc, tu sais, quand on se dit qu'on peut percevoir ces modifications-là vocales, mais c'est ça aussi, c'est que, tu sais, dans cet apprentissage-là, peut-être se connecter avec comment on se sent dans notre appareil vocal, comment on se sent dans notre gorge, comment on se sent dans notre nez, dans tout cet endroit-là, dans ces émotions-là, tu sais, parce que quand tu le dis, là, mettons, tu sais, quand on est triste, bien, souvent... On le dit, notre gorge se serre un petit peu, mais mécaniquement, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. Donc, de se connecter avec les sensations, ça peut être une façon d'apprendre. J'ai la gorge nouée. On dit qu'on a de la misère parce que là, il y a moins d'air qui passe, j'imagine, donc tu peux moins crier. Mais je trouve ça super intéressant, le lien avec les émotions puis la voix. Ça fait partie aussi de des capacités vocales de nous offrir cette opportunité et ces ouvertures-là face à cette multitude d'émotions. Là. Mais c'est sûr que quand, exemple, tu sais que vendredi, tu as une scène à aller jouer ou une performance à faire, puis perso, ça me le fait. Si, mettons, je sais que j'ai 2 jours de studio puis je dois performer, bien souvent, parce que tu deviens effectivement anxieux, il ne faudrait pas qu'il m'arrive quelque chose. Tu sais, je sors dehors, il fait 20 degrés, je mets un foulard parce que mon outil, je ne veux pas le blesser, j'ai juste ça. Tu sais, c'est pas comme aller faire d'autres choses où tu peux... Tu peux pas prendre d'autres choses en échange. Puis des fois, tu sais, c'est des affaires intéressantes que tu vas faire, mais il y a un mini-stress que tu t'imposes en disant, écoute, peut-être que je ne sortirai pas si tard que ça ce soir-là parce que je veux surtout pas perdre la voix parce que je n'ai besoin de performer dans 2 jours, puis tu donnes un petit coussin. Puis souvent, il y a des choses qui arrivent, puis tu dis, coudonc, finalement, tu as la voix un peu plus rauque, puis finalement, c'est ce qu'ils recherchent comme performance, puis c'est encore mieux. Après ça, il faut écouter la vie. Mais c'est la capacité aussi d'adaptation. On l'a dit,
vous y portez attention, vous y réfléchissez, mais on a aussi, je pense, une capacité à s'adapter, à écouter ces différentes voix-là aussi. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, dans la discussion que vous avez eue, Adèle, Fred, je trouve intéressant. Vous avez vraiment allé très large dans le spectre, ce que la voix pouvait représenter dans une émotion, mais aussi pour une personne qui, oui, fait du cinéma, mais tu sais, qui a aussi d'autres choses, là, d'autres fonctions sociales, de vouloir sortir, de vouloir... toujours. Fait que, tu sais, de vouloir aller vraiment pouvoir travailler avec notre voix, mais pouvoir aussi performer avec notre voix, tout en profitant aussi. Là. Mais pour performer, il faut que tu vives des émotions. Donc, il faut que tu ailles des joies, il faut que tu ailles des aventures, il faut que tu ailles la vraie vie, parce que c'est ça qu'on va sentir dans la vraie vie. Mon anecdote en terminant, tu sais, j'ai travaillé longtemps le samedi matin à la radio. Je faisais de 10h à midi samedi matin. Mais le vendredi soir, c'était vendredi soir. Je sortais quand même avec mes amis jusqu'à quelques heures dans le soir. Hein? Puis, le lendemain matin, j'avais une voix un peu plus... peut-être fatiguée, plus rauque, mais plus vraie, plus vivante que jamais parce que j'étais comme les autres qui m'écoutaient. J'étais actif, j'avais une vie, j'étais, tu sais, c'est pas en restant chez vous que tu vas apprendre des nouveaux sentiments, que tu vas pouvoir performer vraiment pour les gens qui vivent ces émotions-là. Donc, mort dans la vie avant de te faire mordre par la vie. C'est mais intéressant. surtout d'apprendre de notre vécu, faire apprendre à notre voix notre propre vécu. Je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, on pourrait conclure cette discussion-là en disant ça, en disant que notre voix elle a la capacité vraiment d'aller apprendre parce qu'elle doit performer dans le cadre, Adèle, toi, de ton travail, mais pour la plupart des gens, c'est juste une performance sociale. C'est juste de dire, quand je vais aller avec les gens, je vais juste démontrer que je suis heureux d'être là avec eux, puis de passer mon vendredi soir avec eux. Si on te demande le lendemain de faire une performance, quelqu'un qui a un corps heureux, une performance, un mouvement joyeux, léger, ben tu vas l'avoir vécu, tu vas voir. Puis ça passe aussi dans la voix, surtout. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Fred. Merci beaucoup, Adèle, pour ta présence ici. Merci à Et toi. maintenant, je vais passer le micro à ma collègue Ingrid pour un petit résumé potin scientifique. Un potin scientifique, c'est bien ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, moi, je suis là pour le potin vocal, le potin scientifique vocal. Donc, je viens d'écouter l'entrevue avec Anne-Marie, Fred, Adèle. Puis, ce qui m'a frappé dans cette entrevue-là, c'est quelque chose que Fred a dit, c'est que la voix, en fait, c'est un rapport super fort avec l'image. Donc, il y a un lien entre ce qu'on entend avec la voix, surtout quand on l'entend à la radio, on va se figurer quelque chose, on va avoir une image, on va s'imaginer une personne. Et en fait, c'est tout à fait normal qu'on fasse ça, parce que si on s'intéresse à comment notre cerveau fonctionne quand il va entendre une voix, eh bien, on se rend compte que oui, notre voix, elle rentre par les oreilles, l'image, elle rentre par les yeux, mais à un moment donné, dans notre cerveau, ces deux perceptions-là, elles vont se croiser. Et donc, on a des structures dans notre cerveau qui sont amodales, on va appeler ça amodales, et donc qui vont traiter à un même niveau le signal visuel et le signal auditif. Donc, on a des études qui montrent que quand on écoute une voix, on a en fait des centres de vision qui sont activés dans le cerveau. Donc, ton sentiment, mais il est tout à fait réel, parce que quand tu entends une voix, ton cerveau est en train d'activer une image. Et donc, on peut dire, et il y a certains chercheurs qui le disent, la voix, c'est un visage sonore, c'est un visage auditif. Donc, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, toi, ce que tu disais, Anne-Marie, c'est de dire, en fait, oui, c'est normal, on va entendre le pleur, on va entendre que quelqu'un est triste parce qu'il y a la voix qui se serre. Oui. Et la gorge nouée, il y a moins d'air. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, la voix, c'est pas juste un son qui apparaît de manière magique à travers une formule magique, c'est un son qui apparaît à cause d'un système anatomique, d'un petit larynx. Le larynx, d'ailleurs, c'est notre petit logo de Parlons Voix. Et tout un tas de muscles qui sont impliqués dans cette production-là. Et donc, on ne va pas seulement avoir une image de la voix, mais on va aussi avoir un retour moteur de la voix. Donc, quand on va entendre une voix
qui est triste, notre cerveau Nous-mêmes, va on va réagir. sentir OK. sa propre gorge se serrer. Donc, en fait, on se crée une image, mais on se crée un retour moteur qui, finalement, va OK. nous induire aussi De là, la peur, la tristesse, la joie. De là que la communication de l'émotion est importante. Mais moi, c'est la question que j'ai là, rapidement. Comment ça fonctionne? Pourquoi, biologiquement, lorsqu'on est triste, on, justement, perd un petit peu l'émotion? C'est quoi? C'est un mécanisme de défense qui fait « OK, tu as une émotion, tu es triste, donc tu ne devras plus parler. » Ben, bizarre. ça se pourrait très bien. Alors, comment est-ce qu'on... Attention, je fais rewind, Ouais. 30 secondes. Ouais. La voix, Ouais. elle est gérée. Ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéresse, la voix humaine d'un point de vue neurologique. Okay, donc, on a Ouais. surtout des modèles animaux qui nous expliquent ça. Mais ça fait depuis 10 ans environ que vraiment on regarde comment est-ce Ouais. que notre cerveau contrôle la voix. Et on se rend compte que c'est pas pareil que pour le langage ou la parole. On a un autre circuit neuronal qui est impliqué là-dedans. Et ce circuit-là, il est beaucoup plus ancien. Okay? Il est beaucoup plus primitif que celui qu'on utilise pour le langage et la parole. Okay? Et il est relié à notre système limbique, donc le système qui régit toutes nos émotions. Maintenant, il n'y a personne qui sait pourquoi exactement on va avoir du mal à parler quand on est triste ou quand on a peur, par exemple. Mais il y a des chercheurs qui s'intéressent à des théories phylogéniques. Donc, comment est-ce que finalement l'être humain a évolué à travers les milliers d'années d'évolution? Mais on peut se dire qu'à un moment donné, si on était face à un lion et qu'on avait peur, mais soit il faut crier, ou soit il faut au contraire être complètement silencieux. Donc, c'est bien utile que d'un coup, notre gorge se serre. OK, c'est naturel. Donc, il y a OK. potentiellement, il y a ce type d'explication qui peut Parce que les qui peut sources expliquer noires, c'est ça. pas pareil non plus que les lions. Je pense qu'on clôture là-dessus. Oui, oui. Et si on parlait voix? Parlons voix. Voix? Voix? Voix. Parlons voix.